Allez, comme chaque lundi, vous avez rendez-vous avec la rédaction des Observateurs de France 24. Ce matin, ce n'est pas Info Intox, mais ligne directe des Observateurs. Et on va parler de Côte d'Ivoire avec Corentin Beignet. Bonjour Corentin. Bonjour Damien. De Côte d'Ivoire et en particulier d'un fait dont on a parlé déjà dans nos éditions et de ses conséquences. Le principe de ligne directe, c'est de mettre en avant des sujets qui mobilisent les observateurs de France 24 et à Abidjan. Vous avez abordé plusieurs thématiques, notamment celle du déguerpissement. Qu'est-ce que c'est ? Alors le déguerpissement, c'est un terme qui est propre aux pays d'Afrique francophone, d'Afrique de l'Ouest francophone, qui désigne des opérations radicales de destruction de zones de logement anarchiques. Il se trouve qu'Abidjan, c'est une ville qui est en pleine croissance, en pleine mutation, notamment depuis 10 ans. Et à Abidjan, les déguerpissements ces dernières années se sont multipliés. Il y en a un qui fait l'actualité en ce moment. Il est lié à un fait qui a, lui, fait l'actualité, une triste actualité au mois de janvier, le 8 janvier dernier. Un adolescent qui a été retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion à Paris. Il se trouve que cet adolescent avait escaladé le mur de l'aéroport à Abidjan pour se glisser dans cet avion. En réaction, les autorités ont décidé de raser dans un rayon de 200 mètres tous les quartiers précaires qui se trouvaient autour de l'aéroport. Et c'est des quartiers qui se trouvent à quelques mètres de ce mur de l'aéroport qui était vraiment construit accolé à cet aéroport. Ça a été la décision des autorités. Fin janvier, il y a un premier lotissement qui a été rasé. Ce lotissement s'appelle Aérocanal. Nous sommes allés sur place avec notre observateur Sanogo qui suit pour nous depuis plusieurs années cette thématique des déguerpissements. Je vous propose de regarder un extrait. Ici, c'est un exemple typique même de déguerpissement. Et on n'avertit pas du tout les gens. On vient, on les fait sortir et on détruit. Vous voyez les gravats. Et ça a été fait avec le bulldozer. Et ça me gêne que les gens ne soient pas du tout avertis et qu'on vienne les déguerpir. Ils ne savent pas où aller. Et c'est gênant. C'est très gênant. Aérocanal était dans le viseur des autorités de longue date. Mais les habitants affirment ne pas avoir reçu de mise en demeure précise. Certains sont partis chez des proches, mais d'autres subsistent dans les gravats. Liliane avait construit des logements dont les loyers lui rapportaient l'équivalent de 900 € par mois. Elle n'a plus rien. On a fait cette petite hangar pour se abriter en bas, parce qu'on ne sait pas où aller. Les soirs, on entoure avec les morceaux de paille que nous avons sur nous, on entoure, on met les moustiquaires, et puis nous couchons dessus, en dessous. Et vous vivez à combien là en dessous ? 12 personnes, nous dormons. On ne souhaite pas rester là, mais c'est les moyens qui nous manquent pour aller en ville, pour vivre comme les autres. On voit bien la détresse dans laquelle se retrouve plongée cette famille. Mais le lotissement donc, a été détruit sans que les habitants soient prévenus à l'avance ? C'est toute la question. En fait, comme cette femme, les habitants sont nombreux à dire qu'ils n'ont pas été prévenus. Donc nous avons été voir les autorités qui, elles, affirment que depuis des années, en fait, elles avertissent ces habitants que le terrain qu'ils occupent est une occupation de terrain illégal. C'est un terrain qui appartient à l'État, donc ils se sont donc installés là de fait et qu'ils devront partir, effectivement. Sauf qu'il semble que la date et l'heure du jour du déguerpissement n'ont pas été très bien communiquées ou à tout le moins pas très bien reçues par les habitants. En fait, ce qui se passe là est assez symptomatique. Cette situation dans laquelle des habitants voient tout leur logement détruit, toutes leurs affaires balayées par un coup de bulldozer, et ce alors bien qu'ils aient été informés d'une façon ou d'une autre qu'ils devaient partir. C'est pas une situation qui est rare à Abidjan, ça se reproduit même à peu près à chaque déguerpissement. Alors pourquoi est-ce que ces habitants restent malgré les mises en demeure ? On a été demander son analyse à la géographe Irène Kassi-Jojo. Je vous propose de l'écouter. Les populations ont transposé parfois leur façon de vivre traditionnelle du village dans la ville. Cette transposition soulève le problème de la privatisation de l'espace public au village. Dans nos traditions, l'espace n'est pas privatisé. C'est un espace qui est commun, qui est ouvert à tous. Du côté des populations, lorsqu'elles reçoivent des mises en demeure, elles ne s'y attendent pas, elles n'ont pas suffisamment de moyens pour s'offrir un loyer dans des quartiers formels, donc elles restent jusqu'à la dernière minute. Alors voilà pour ces destructions. Puis un autre sujet que vous abordez dans Ligne Directe, c'est la situation en Congolais dans laquelle se retrouvent des centaines d'étudiants qui se retrouvent à dormir dans les amphis. Ouais, il se trouve que dans plusieurs universités à Abidjan, et notamment celle qu'on a été voir à l'université de Nangui à Brogoua, des étudiants choisissent de rester dormir sur le campus. Alors quand je vous dis choisissent, c'est un choix vraiment par défaut, comme nous l'a bien montré notre observateur Yannick Kofi. Voilà, nos affaires. Voilà, quand on doit rester ici pour dormir, il n'y a pas de chambre pour garder les affaires, donc nous sommes obligés de laisser ça ici. Tu arrives à retrouver tes habits, tes cours, des fois Parfois c'est compliqué, mais il faut avec. Abidjan compte 120 000 étudiants, mais seulement 6 000 places en cité universitaire. À peine 5% des étudiants peuvent en bénéficier.
Pour tous ceux dont les demandes de logement n'ont pas été satisfaites, la nuit sur le campus, c'est la débrouille. Dans des locaux pas franchement équipés. C'est inondé. Il y a l'eau partout. Les toilettes, les garçons sont bouchés. Voilà. Ce sont les seules toilettes d'ailleurs de l'université. Cette nuit-là, comme souvent, l'humidité est forte et la température minimum de 25 degrés. Yannick se lave comme il peut. Voilà. C'est ici. C'est ici que je vais prendre ma douche. Je me mouille, puis je me lave. Ici. Tous ceux qui dorment ici, en tout cas, ils font ça. Voilà, parce qu'il n'y a pas de douche. Voilà pour cette situation catastrophique. Corentin, que disent le ministère de l'Enseignement sur cette situation ? Que nous avons contacté, qui nous répond qu'effectivement 6 000 logements, c'est peu, c'est trop peu. Il s'engage à construire 10 à 11 000 logements d'ici à la fin de l'année. Je rappelle quand même que c'est un engagement qu'il avait déjà pris en 2019 pour la fin de l'année 2019. Ça n'a pas été franchement fait, il n'y a que 80 logements qui ont été inaugurés. En tout cas, il s'engage à faire 10 à 11 000 logements d'ici à la fin de l'année, c'est-à-dire à peu près à doubler le parc. Il assure, le ministère de l'Enseignement supérieur, qu'il y aura des investissements massifs pour le logement universitaire dans les années à venir, quitte à développer des solutions en préfabriqué. L'idée, c'est également de réhabiliter un certain nombre de cités universitaires qui sont désaffectées aujourd'hui. On verra dans les mois, les années à venir si ces promesses sont tenues. Et on continuera à suivre cela. Merci beaucoup, Corentin. Reportage ligne directe des observateurs à Abidjan. Il est diffusé tout à l'heure à 11h10, heure de Paris, sur notre antenne. Et bien sûr, on peut le retrouver également sur le site des observateurs, rubrique ligne directe. Et on a le lien aussi sur les réseaux sociaux, évidemment. À bientôt. À bientôt.